Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui marquera la fin provisoire de ma série sur la curiosité. La promesse du jour est ambitieuse. Je veux vous donner en une phrase le mode d'emploi ultime de l'IA. Et comme votre temps est précieux, nous y reviendrons, je vais vous la donner tout de suite, comme ça, si vous n'êtes pas curieux de la logique, vous pourrez aller vous faire un sandwich. Alors vous êtes prêts ? Roulement de tambour, refilons à l'IA les tâches qui ne nous apporteront jamais de joie. En revanche, gardons chez nous tout ce qui peut nous apporter de la joie, la curiosité, la création et le choix. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans l'IA pour les champions. Alors remettons les choses à leur place. L'IA n'est que le dernier avatar d'une longue série d'outils numériques qui tous ont été décriés en leur temps. On a oublié les appels à l'aide contre l'informatique personnelle, la délégation du jugement humain à la machine dans les années 70. Est-ce que vous vous souvenez des débats homériques à la fin des années 80 sur la confusion entre information et savoir ? Et pour prendre un exemple plus restreint, tout le monde a oublié ceux qui voulaient faire une grosse tête à Excel et à son illusion de précision, cette logique de calcul parfaite qui masquait des hypothèses souvent aberrantes. Plus récemment, là pour le coup vous vous en souvenez sans doute, les attaques contre la superficialité chronique d'Internet, l'effondrement de l'attention et l'abrutissement des masses. Bon, comme d'hab, on casse du sucre sur le dernier outil numérique en date. Mais soyons bien clairs, le problème ça n'est pas l'IA. L'IA est née de notre envie d'aller toujours plus vite, de gagner du temps en faisant un minimum d'efforts. L'IA, c'est un énième sous-produit de notre impatience et de notre envie de nous économiser des calories. Derrière cette promesse menteuse de gagner du temps, que je sache, utiliser l'IA ne rallonge pas nos vies. En fait, nous voulons entretenir une double illusion. 1. Nous sommes immortels. Et 2. Nous allons battre nos congénères. Dans leur livre Future Shock, Alvin Toffler et sa femme Adelaide Farrell ont produit l'une des analyses les plus brillantes que j'ai pu lire sur les conséquences de l'accélération exponentielle des changements dans nos sociétés. Je vous en ai déjà parlé dans au moins 2 chroniques. Point intéressant, ce livre a été publié en 1970, époque à laquelle il a connu un succès colossal avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus en 5 ans et un documentaire tiré du bouquin avec Orson Welles himself en narrateur. 50 ans plus tard, les constats sont tous actuels. Pour les auteurs de Future Shock, nous sommes rentrés dans l'ère des sociétés super-industrielles, dans lesquelles la majorité des gens sont submergés par la rapidité des changements technologiques et sociaux. Par exemple, les objets sont devenus largement jetables, les liens traditionnels sont plus fragiles, plus ténus, on peut tout louer plutôt que de l'acheter, ça simplifie encore les changements, les métiers évoluent tellement vite qu'il devient quasiment impossible de rester dans le même job ou le même lieu toute sa vie. Encore une fois, ce livre a été écrit il y a 50 ans et déjà à l'époque, ses auteurs parlaient d'information overload, surcharge d'informations. Tout ce qu'ils pointent est évidemment encore plus vrai à l'ère de l'Internet, du big data, de l'IA et des travailleurs nomades. Face à ces changements continus qui dépassent notre capacité de traitement et d'adaptation, les individus et les sociétés ressentiraient un sentiment de désorientation profond et un stress global massif. Les relations humaines, nombreuses et durables, sont remplacées par un individualisme forcené et une compétition universelle, renforcée par l'exposition permanente de vies parfaites sur des réseaux qui sont tout sauf sociaux. Au boulot, ce sentiment de compétition est accentué par le concept inventé par Cal Newport, la pseudo-productivité, dans son livre Slow Productivity, dont je vous ai parlé là encore dans une chronique il y a environ 1 an. Son idée, c'est que le problème fondamental de l'économie actuelle vient de vouloir mesurer la productivité du travail intellectuel en utilisant le même cadre de référence que pour les productions matérielles industrielles. Les entreprises recherchent donc des indicateurs objectifs, comme dans l'industrie ou l'agriculture, pour savoir qui sont les meilleurs travailleurs. Et faute de mieux, on valorise le nombre d'heures de présence, le nombre de mails traités, le temps de réponse à ces mails, le nombre de réunions, le nombre d'articles publiés, le nombre de mémos produits, etc., etc.
In fine, émerge ce qu'il a donc appelé la pseudo-productivité, l'utilisation de l'activité visible comme moyen d'approximation de l'effort productif réel. Et les conséquences de cette illusion sont dramatiques. Parce que pour être bien vu, les collaborateurs accumulent des tâches à très court terme, empilent des réunions, checkent leurs mails non-stop et modifient à l'infini des documents inutiles. Au final, ils sont au bord du burn-out collectif. Et deuxième conséquence, le travail vraiment créatif, celui qui prend du temps, il est sacrifié sur l'autel de cette pseudo-productivité. Et il est impossible de faire autrement. Selon une étude de Microsoft, le World Trade Index Annual Report de 2025, chaque jour, un salarié reçoit en moyenne 117 mails et 153 messages Teams, une augmentation continue par rapport à l'année précédente. En parallèle, le nombre de réunions est lui aussi en explosion, et au total, selon Microsoft, un salarié ne peut rester plus de 2 minutes sans être interrompu, au moins pendant les heures de travail, en gros 8h30, 18h30. Et l'IA dans tout ça, l'IA renforce évidemment cette tendance à la compète sur des indicateurs bidons. Il est toujours plus facile de pondre des notes et des rapports. Toujours plus facile d'envoyer des mails à la planète entière, sans réflexion en profondeur ni de proposition d'action, mais des mails et des documents bien rédigés par un agent qu'on a passé un temps certain à configurer. Et à ce propos, il est vraiment intéressant de voir à quoi ça sert l'IA en entreprise. D'après les données publiées par Anthropic, la maison mère de Claude, 10 tâches représentent 26% de l'utilisation de Claude. Et sur ces 10 tâches, 7 sont de la programmation informatique, 2 de l'enseignement et 1 de la rédaction-édition de documents. De son côté, Microsoft, encore eux, a étudié 200 000 conversations de son copilote et conclut que les tâches les plus courantes, c'était la collecte d'informations et la rédaction. Rien de très révolutionnaire. Conclusion de Cal Newport dans son dernier podcast, le vrai danger de l'IA, ça n'est pas du tout la disparition de certains jobs. C'est l'explosion du bavardage numérique inutile. Un tsunami de mails, toujours plus long, toujours plus creux, que nous devrons demander à l'IA de nous résumer, évidemment. Des transcriptions de réunions, puis des synthèses de ces transcriptions. Et conséquence, des participants encore moins impliqués, encore moins intéressés par ce qui se passe pendant ces réunions. Et sans compter, bien sûr, les tunnels de slides absolument fades et sans contenu, mais superbes, des rapports sur des rapports, des analyses de données en profondeur, mais dans tous les sens. Bref, après l'informatique personnelle, l'informatique en réseau, l'Internet et l'informatique mobile, l'IA devient un moyen supplémentaire et sous stéroïdes de montrer à quel point nous sommes productifs. Pseudo-productifs. Et nous n'aurions pas le choix, bien sûr. Quoi ? Vous n'avez pas déjà appris à coder avec l'IA ? Vous n'utilisez pas l'IA pour vos tâches du quotidien, pour vous simplifier la vie, pour gagner du temps ? Mais enfin, mon ami, quand est-ce que vous allez vous décider à créer vos agents ? C'est pourtant simple. Shame on you ! Et puis, vous savez, la fin du monde est proche. Votre boulot va disparaître. Vous allez vous retrouver devant votre télé, enfin un modèle dépassé, dans votre appartement banal, à vivre chichement du revenu universel. L'IA, au fond, c'est la dernière version du manger ou être mangé. Je crois que pour sortir de cette double compétition, à qui ira le plus vite pour écraser tous les autres, nous devons faire un double mouvement. Abandonner une chose et récupérer une autre chose. Ce que nous devons abandonner, c'est le rêve, ou plutôt le cauchemar du « je dois devenir quelqu'un ». Je dois maximiser mon potentiel. Je dois absolument avoir un impact, et un impact maintenant. Je ne crois pas vraiment à la logique de la décroissance, le renoncement aux signes extérieurs. Je pense que le vrai changement, c'est celui que je viens d'indiquer, et il est beaucoup plus profond et intérieur. C'est un changement dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous devons reconnaître que vis-à-vis des autres, si l'on cumule toutes les variables de comparaison, nous sommes forcément médiocres, c'est-à-dire moyens. Mais si nous nous focalisons sur nous-mêmes, alors nous sommes uniques et magnifiques. Et à partir de là, autrui n'est plus un concurrent, c'est un autre unique et magnifique. Je sais bien que c'est difficile. Ça fait 53 ans que je me compare, que je veux être spécial, différent, mieux. C'est difficile parce que c'est angoissant.
Bah oui, mais tous les autres pensent autrement. Comment est-ce qu'ils vont me voir? Et puis, surtout, c'est difficile parce que c'est triste. Il s'agit d'abandonner quelque chose, un espoir, un rêve sur lequel nous fonctionnons depuis souvent très longtemps. Alors, vous pouvez bien sûr vous consoler en regardant des figures emblématiques et totalement à l'envers de la comparaison domination permanente. Trump, au hasard. Vous voulez vraiment ressembler à ce gars-là? Mais bien sûr, ça marche pas puisqu'on est encore dans la comparaison, même si cette fois c'est avec un épouvantail. Il y a des consolations beaucoup plus efficaces. Par exemple, se consoler avec des liens personnels, des moments gratuits passés avec d'autres ou avec soi-même, sans raison, sans but, sans rétribution. Juste passer un moment gratuit avec soi ou avec quelqu'un d'autre, sans raison, sans pourquoi ou sans pourquoi. Et dans ces moments, nous pourrons nous souvenir que nous n'avons qu'une vie et que la vraie richesse, c'est la quantité d'expériences joyeuses vécues seules ou avec des personnes que nous aimons. À ce propos, si comme moi vous commencez à en avoir ras la casquette de tous les discours apocalyptiques sur ce qui nous attend à la retraite, misère, maladie, euthanasie, et que vous en avez ras-le-bol de cette injonction phénoménale à mettre de côté pour plus tard, je vous conseille fortement de lire le livre Die with Zero de Bill Perkins. Il rappelle qu'à côté des rentes financières, il existe les dividendes de mémoire, des souvenirs qui continuent à nous procurer de la joie, un placement bien plus certain que ceux sur les marchés financiers. Il rappelle aussi que ces moments ne pourront pas tous être vécus à la retraite. D'abord parce que nous ne savons pas si nous vivrons jusque-là, et ensuite parce qu'à 70 ans, on n'a plus exactement les mêmes piles pour vivre les mêmes choses. C'est un super bouquin pour trouver un bon équilibre entre ce que je veux vivre et les moyens de le financer. Je referme la parenthèse. Après avoir lâché l'idée d'un moi supérieur, nous pourrons nous concentrer sur ce que nous allons récupérer. Ce que nous retrouvons, récupérons en sortant de la course à qui fait plus et plus vite, c'est la base de notre liberté, notre puissance de choix. Nous sommes toujours, à chaque instant, quelles que soient les circonstances et à l'intérieur de ces circonstances, nous sommes toujours capables de choisir ce qui va nous mettre en joie. Et pour cela, le premier levier, c'est celui de l'attention. Notre obsession de gagner du temps manifeste que nous voyons nos tâches quotidiennes comme une corvée, quelque chose que nous subissons, qu'il faut faire, dont nous devons nous débarrasser. Il faut faire son job pour gagner de l'argent, et ensuite pouvoir vraiment profiter de la vie. En fait, c'est subir pour avoir le droit au plaisir. Mais ça, c'est juste une question d'interprétation. Nous pouvons tout aussi bien décider que nos tâches quotidiennes ne sont pas des devoirs, des contraintes, mais des joies potentielles. Comment? En cherchant systématiquement leur versant positif. Par exemple, je dois me taper une réunion totalement inutile dont je sais qu'il ne sortira rien d'intéressant, aucune information neuve, aucun passage à l'action. Première étape, je peux me dire que si j'ai cette réunion, c'est que j'ai un job dans cette entreprise, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, je peux me dire que si je n'étais invité à aucune réunion, ça ne serait pas bon signe quant à mon importance ou mon utilité dans cette entreprise. Deuxième étape, je décide de jouer un jeu. Le but de ce jeu, par exemple, je dois être suffisamment concentré pour sortir de cette réunion avec 3 infos neuves, même mineures. Et je dois obtenir quelque chose à faire pour moi. Si je réussis, j'ai le droit de me faire un cadeau en sortant du bureau. C'est pas ça le but, c'est pas le cadeau. Le but, c'est la joie d'avoir fait un effort de concentration et d'avoir obtenu, réussi quelque chose. La boucle négative, c'est se plaindre, subir, tenir, une petite bouffée de plaisir pour survivre, stagner, déprimer. La boucle positive, c'est se plaindre, décaler son attention, faire un effort conscient, obtenir de la joie, vivre, croître et être heureux. Encore une fois, je suis bien conscient que c'est difficile de faire ce changement. Parce que nous sommes entourés de gens qui, eux, font un choix différent, celui de rester dans la plainte et de subir. Notre groupe des humains a plutôt pris le chemin de la soumission, géniarde ou rageuse. Or, nous sommes des animaux sociaux, nous avons un besoin viscéral de rester fermement dans le groupe,
Et donc, nous rageons et nous geignons comme les autres. Face à un problème, fixons notre regard mental sur le positif, qui pour l'instant est peut-être masqué. Soyons curieux, refusons le chemin facile de la plainte, faisons l'effort de trouver la tache de lumière. Toujours pour récupérer notre puissance de choix, le second levier, c'est celui de la curiosité et de la créativité. Dans nos jobs, faisons là aussi l'effort conscient de connecter deux informations d'une manière inédite. Attention, je ne parle pas d'une découverte unique dans l'histoire. Souvenez-vous, nous avons renoncé à l'idée de nous comparer, à l'idée d'être des futurs Newton ou des Einstein. Mais cherchons l'inédit pour nous. Creusons des sujets qui nous sont proposés par notre job, directement ou indirectement, et des sujets proposés par notre curiosité propre. Creusons suffisamment pour réaliser des connexions originales pour nous, neuves pour nous. Mais si vous voyez de quoi je parle, ces moments où on fait tilt, ces moments de « Ah, yes !» Ces eureka qui ne vont pas bouleverser le monde, mais dont nous avons ensuite envie de parler avec nos proches. J'ai eu une idée marrante. Et si c'est quand même plus joyeux que de se résigner à devenir des chambres d'écho d'une réalité prédigérée par l'IA, non? Ronny Chieng est un comique célèbre aux États-Unis pour sa participation dans le Daily Show. Et cette année, il a fait un discours aux étudiants de Harvard qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il était basé sur le slogan un peu provocateur « Détruisez l'IA ». Son point, c'est que l'IA est sans doute utile dans des domaines tels que la recherche, en médecine ou en physique, mais que pour rédiger des mails ou synthétiser des documents, il ne voyait pas vraiment l'intérêt. Et sur une note plus sérieuse, il dit « La création, c'est ce qu'il y a de plus amusant. Le plus gratifiant dans l'écriture comique, c'est d'assembler les pièces du puzzle d'une blague et de ressentir cette satisfaction d'avoir réussi quelque chose de difficile. Pourquoi voudrais-je que l'IA me prive de ça? Quelle que soit la profession que vous avez choisie, ne laissez surtout pas l'IA vous priver de ce qu'il y a de plus amusant. Prenons l'exemple de cette chronique. Elle n'a aucun intérêt direct pour mon business. Elle m'a demandé des heures de boulot parce que je n'arrivais pas à articuler ce que je voulais dire. J'en ai fait 2 versions que j'ai fini par balancer avant de pondre celle-ci. Et elle est née d'une question que j'ai eue et que je ne voulais pas lâcher. Pourquoi est-ce que les tensions explosent en ce moment dans les entreprises où je passe? Et comment garder un rapport sain avec l'IA comme avec tous les autres outils magnifiques créés par l'intelligence humaine? Bien sûr, je serais probablement allé beaucoup plus vite en demandant à l'IA de me faire vite fait un texte, de préférence en faisant le parallèle avec un match de foot ou de tennis célèbre, puisque c'est ça l'actualité en ce moment. Mais où aurait été le fun? Oui, j'ai utilisé l'IA, mais parce que je devais retrouver le nom de ce comique que j'avais vu passer, et puis je voulais retrouver le titre du livre The Future Shock. Je ne l'ai pas utilisé pour penser ou pour rédiger à ma place. Je ne l'ai pas utilisé pour créer cette chronique. L'IA aujourd'hui, c'est d'abord un outil magnifique pour programmer, c'est-à-dire pour faire fonctionner des machines. Après tout, vous savez quoi? Je préfère qu'une machine comprenne mon langage et le traduise pour d'autres machines, plutôt que moi, j'ai à apprendre leur langage. Si l'IA peut s'occuper de parler à ses congénères, ça me va très bien, j'aurai plus de temps pour parler aux humains. Ensuite, l'IA, c'est un outil magnifique pour nous fournir de la donnée, des infos, d'autres logiques, d'autres raisonnements. Mais en amont, le moteur, l'étincelle, la curiosité, ça doit rester chez nous. Les questions, ça reste chez nous. Une machine, ça n'est pas curieux. Dans le flot de la réflexion, pendant la réflexion, l'IA, c'est un génial sparring partner qui nous renvoie la balle, nous donne du grain à moudre. Mais c'est nous qui devons faire les connexions par rapport à notre question d'origine. Le « et si », le « eureka », c'est chez nous. Et enfin, en aval, c'est à nous de décider, de trancher et de passer à l'action. La responsabilité, c'est chez nous. Ça n'est pas chez l'IA. Je veux bien confier à des agents ce qui ne m'apportera jamais de joie. Faire ma comptabilité, organiser mes déplacements, me donner une liste de 10 bouquins sur un thème avec une notice de 5 lignes pour que je puisse en choisir un et le lire. Pour le reste, la curiosité, la réflexion et les connexions neuves et le choix, ce sont des efforts, d'accord, mais ce sont aussi des sources de joie. Donc,
Je n'ai pas besoin de gagner du temps là-dessus. Au contraire, je veux en profiter. Les sources de joie, je me les garde. Merci beaucoup.